Shalom à tous. Donc, Dreyfus embarque vers l'île du Diable ce 21 février 1895. Et l'affaire Dreyfus semble être terminée. Sauf pour la famille, bien sûr. Mathieu, ce frère admirable, comme dira Peggy, va tout faire pour essayer de maintenir l'affaire ouverte. Mais la vérité, objectivement, plus personne réellement ne s'intéresse à l'affaire. L'affaire semble close. Les journaux n'en parlent plus. Et Dreyfus est parti très loin et semble oublié. Qu'est-ce que fait Mathieu pour essayer malgré tout de changer les choses? Pas grand-chose. Aucun téléphone ne répond. Dès qu'il dit voilà c'est Mathieu Dreyfus, on lui raccroche au nez. Personne ne veut prendre parti pour un homme qui a été condamné pour trahison par le tribunal à l'unanimité. Donc finalement, il prend conseil avec son avocat et l'avocat lui dit pourquoi vous n'iriez pas voir Forzinetti, vous savez, le directeur de la prison. C'est un homme bien, j'ai fait sa rencontre et il est persuadé de l'innocence de votre frère. Allez le voir, il sera certainement de bons conseils. Il n'a rien à perdre, hein, Mathieu. Donc il va voir Forzinetti. Forzinetti lui dit mais je ne comprends pas, cette affaire, si vous voulez réellement la rouvrir, c'est uniquement par la presse que ça peut marcher. Et aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche, il faut faire une campagne de presse. Mais oui, vous avez vu les journaux, campagne de presse, tous les journaux sont contre nous, pas seulement les plus antisémites, tous les journaux sont contre nous. Non, mais moi je parle de journalistes qui n'ont pas froid aux yeux. Tiens, pourquoi donc n'iriez-vous pas voir Bernard Lazare, l'anarchiste? Lui, il a peur de personne. Et puis c'est un de chez vous, il va sûrement vous aider. Bernard Lazare. Évidemment que Mathieu n'a pas pensé à Bernard Lazare. Connu, journaliste connu, une bonne plume, comme on dit à l'époque, mais anarchiste, donc très proche des milieux de gauche et d'extrême gauche. D'ailleurs, c'est comme ça que Forzinetti le connaît. Il vient chaque fois qu'un anarchiste est arrêté et se trouve en prison, il vient le voir pour essayer de l'encourager. Bon, il ne cautionne pas bien sûr la violence des anarchistes, mais en tout cas, au niveau idéologique, il écrit dans les journaux anarchistes, et puis voilà. Sauf que, vous comprenez, Mathieu, c'est l'autre bord, c'est le bourgeois, un monde les sépare. Mais enfin, il n'a rien à perdre, alors il prend son courage de main, sachant qu'il va certainement se faire éjecter, puis il va voir quand même chez lui à la maison Bernard Lazare, ce journaliste juif de Nîmes qui montait à Paris il y a quelques années et qui depuis fait beaucoup parler de lui. Bon, alors il va voir ce Lazare, il frappe à la porte et Bernard lui ouvre et lui dit « Oui ?» Et l'autre dit « Mathieu Dreyfus ». Et à ce moment-là, Bernard Lazare fait un grand sourire et lui dit « Monsieur Dreyfus, entrez donc, je vous attendais ». Il est très très surpris, Mathieu, que Bernard Lazare l'attende. Mais en effet, ce que Mathieu ne sait pas, c'est que Bernard Lazare s'intéresse à la cause juive. Il a même écrit un bouquin, quelque temps avant, qui encore aujourd'hui fait référence sur les causes de l'antisémitisme. Et il est persuadé que ce qui est en train de se passer ici, l'affaire Dreyfus qu'il a suivi donc pas à pas, l'affaire Dreyfus c'est en fait une affaire d'antisémitisme. Il le dit à Mathieu Dreyfus. Et Mathieu lui dit, mais enfin, c'est certainement pas vrai. Il s'agit certainement d'une erreur judiciaire, et c'est sûrement ça qui s'est passé. Il dit, non, c'est l'antisémitisme. S'il ne s'appelait pas Dreyfus, il n'aurait jamais été condamné. Bref, s'engage une grande discussion, et les deux hommes sympathisent, et finalement, Bernard Lazare lui dit, écoutez, si vous voulez, moi j'ai des connaissances un peu partout, dans tous les milieux, je peux faire une enquête. Ça prendra du temps, mais je peux faire une enquête. Si vous êtes d'accord, je travaille pour vous. Et Mathieu lui dit, vous me proposez que je vous engage, c'est ça? Eh bien oui, votre prix sera le mien, comme vous voulez. Et à ce moment-là, Mathieu lui dit, d'accord. Et depuis ce moment-là, en effet, Bernard Lazare part faire sa petite enquête. Très rapidement, il va s'apercevoir qu'en effet, il y a des pièces secrètes qui ont été versées pendant les délibérations sans que la défense n'ait été au courant, mais il ne peut pas le prouver. Et au fur et à mesure qu'il découvre des choses, il réécrit son article qui devient finalement une brochure, une sorte de petit livre, qu'il ne va pas publier sans l'accord de Dreyfus. Et Mathieu lui dit, tant que vous parlez d'antisémitisme du début à la fin, je ne vois pas pourquoi on publierait, ça sera contre-productif. Il est encore persuadé, Dreyfus, Mathieu, que c'était uniquement une histoire d'erreur judiciaire. Finalement, si l'affaire semble enterrée, c'est pas grâce à Mathieu Dreyfus et Bernard Lazare qu'elle va ressusciter. En fait, ce qui va se passer se passe très très loin de leur regard à tous les deux, et ils sont très loin d'être au courant. C'est que à l'intérieur du bureau des statistiques, vous savez, ce fameux bureau des services de renseignement français, eh bien, il y a des changements. Le vieux qui était Sander, qui était à l'origine, qui était à la tête du service, prend sa retraite, et on nomme un certain Picard, lieutenant-colonel Picard. Alors Picard, lui, c'est un protestant très droit, très honnête, d'origine alsacienne. Et ce Picard prend le service en main
Quelle est sa position vis-à-vis des Juifs en général? Bon, antisémite, léger, quoi, comme tout le monde, dans ces milieux-là, mais pas plus que ça. Et surtout très droit et très honnête. Et le système mis en place à l'époque pour avoir les documents qui sortiraient de l'ambassade d'Allemagne, ce système qui a permis qu'on découvre le fameux bordereau, continue à fonctionner. Et un jour, c'est Picard lui-même qui découvre un télégramme envoyé par l'ambassade d'Allemagne à un officier militaire français du nom de Esterhazy. Le nom se trouve de l'autre côté, sur le côté face, si vous voulez, du télégramme. Le télégramme avait été déchiré, mais il a été donc reconstitué. Et donc, en interceptant ce petit bleu, on s'aperçoit qu'il y a un autre traître dans l'armée et que ce traître s'appelle Esterhazy. Alors évidemment, il commence sa petite enquête, Picard, mais il le fait discrètement, sans en parler réellement aux gens qui sont autour de lui. Et puis, il demande, il tombe sur des écrits de ce Esterhazy. Et en regardant ces écrits, comme il a une grande mémoire d'éléphant, Picard, il se dit, mais cette écriture, ça me rappelle quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'il retourne voir le dossier de Dreyfus et il s'aperçoit que l'écriture d'Esterhazy est identique à l'écriture du bordereau. Du coup, il comprend que non seulement il y a un autre traître à l'armée, mais que la vérité, ce n'est pas d'un autre traître qu'il s'agit, mais d'un seul et même traître. C'est-à-dire que Dreyfus est innocent et qu'on l'a accusé pour quelqu'un d'autre. En fait, c'est Esterhazy le coupable depuis le début. Fort de cette découverte sensationnelle, et il va évidemment en parler à ses supérieurs hiérarchiques. Nous avons le colonel Gons, qui est lui le sous-chef d'état-major, et puis au-dessus de lui, le chef d'état-major lui-même. Et il va voir les deux, et il écrira plus tard, il rapportera plus tard ce qui se passe dans ces fameuses entrevues, et il en ressort outré. Ce qui se passe, c'est que Gons lui dit, par exemple, « Mais enfin, pourquoi tenez-vous tant à faire libérer ce juif de l'île du diable. Mais enfin, puisqu'il est innocent. Ah oui, mais ce ne sont pas des considérations qui doivent rentrer en ligne de compte. Tout le monde, il y a des gens qui vont tremper dans cette affaire-là. Le général Mercier, ministre des armées, par exemple, et d'autres également. On ne peut pas rouvrir le dossier, vous ne vous rendez pas compte. Il dit, oui, mais enfin, s'il est innocent. Ben oui, mais enfin, s'il est innocent, ce sont des choses qui arrivent. Il dit, mais non, mais c'est pas des choses qui arrivent. Et puis, vous regardez, la famille Dreyfus n'a pas désarmé. Imaginez qu'on apprenne la vérité d'une autre manière. De quoi est-ce que nous, l'armée française, on aura l'air? Écoutez, Picard, mais si vous ne dites rien, personne ne le saura. Et à ce moment-là, Picard se lève d'un bond et, écœuré, lance à Gons la phrase suivante. « Je suis scandalisé, je n'emporterai pas ce secret dans la tombe. » Il quitte la pièce. Du coup, Gons et ses supérieurs ont peur que Picard ne parle, et ils décident de le faire taire. Alors, le faire taire, il ne s'agit pas évidemment de le tuer, il ne faut pas non plus exagérer, mais il s'agit de l'éloigner le plus loin possible, et on l'envoie en mission en Tunisie. Ben oui, à l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp, et puis il n'y avait pas non plus de possibilité de Wi-Fi, etc. Et donc, si tu es loin, tu ne parles pas. Et l'affaire semble en effet se calmer et ne pas rebondir. Sauf que Picard a une conscience qui l'empêche de dormir tranquille, et un jour où il est en permission à Paris, il va parler à un ami à lui, un avocat, le Blois, qui lui-même parlera ensuite à un sénateur, Scheurer-Kestner. Mais alors, ça se passe sous le sceau du silence, si vous voulez, c'est-à-dire vient Picard et puis il dit à Leblois, écoutez, j'ai un secret à vous transmettre, mais surtout, n'en parlez à personne. Et si j'en parle à personne, c'est pas la peine de me raconter. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que s'il m'arrive quelque chose de fâcheux, à ce moment-là, je vous demande de le publier. Mais pour l'instant, je vous le donne simplement comme garantie, vous comprenez? Et il lui raconte l'affaire. Et c'est Leblois qui ensuite ne peut plus dormir et qui donc le lendemain va voir Scheurer-Kestner, un sénateur. Alors lui, il a fait une carrière politique irréprochable, tout le monde le respecte, c'est un radical, tout le monde le respecte, que ce soit à droite ou à gauche. Et c'est aussi d'ailleurs un Alsacien, mais aussi quelqu'un de droit et d'honnête, un peu comme Picard. Et Scheurer-Kestner, ayant juré à Leblois de ne rien dire, se pose la question, quoi faire avec cette vérité? Et finalement, en tant que sénateur, il a le droit, et donc il pose une question au gouvernement, depuis l'Assemblée, depuis le Sénat, et il leur demande, est-il vrai, ou plutôt, est-ce que réellement nous sommes persuadés au gouvernement que toute l'affaire Dreyfus a été tirée au clair et que nous n'avons laissé de côté aucun détail? Cette question, qui évidemment est très mystérieuse, suscite une levée de bouclier, c'est-à-dire pour la première fois de sa carrière,
Scheurer Kestner se fait critiquer de partout. Écoutez, Scheurer, ou bien vous savez quelque chose sur l'affaire Dreyfus, alors dites-le, et si vous ne savez pas, taisez-vous. Mais ne jetez pas le doute sur l'armée et sur le gouvernement. Et donc, Scheurer est bien embêté, mais enfin, il encaisse. Mathieu Dreyfus va le voir lui-même, et il lui dit également, mais enfin, Scheurer Kestner, si vous savez quelque chose, dites-le moi. Et Scheurer va dire, je ne peux pas, je suis vraiment désolé. Il dit, mais vous savez au moins que mon frère est innocent, c'est ça? Et il répond, oui, je le sais. Oui, je le sais. Est-ce que vous connaissez le nom du coupable? Après une petite pause d'hésitation, Scheurer Kestner lui dit, oui, je connais le nom du coupable. Alors dites-le moi, dit Mathieu Dreyfus. Je ne peux pas. Et d'ailleurs, je vous en ai déjà trop dit. Il le repousse à l'extérieur de la maison et Mathieu se retrouve à la fois soulagé d'avoir un allié inattendu et à la fois évidemment très frustré de ne pas se connaître le nom du véritable traître. Alors, est-ce que ceci va pouvoir faire avancer l'histoire de l'affaire Dreyfus? Je vous la raconterai la prochaine fois.